On va passer à l'intervention d'Hervé Magnien, responsable scientifique du Parc national de la Guadeloupe, sur le suivi des rivières. Donc bonjour à tous. Le sujet qu'on m'a invité à vous présenter aujourd'hui, c'est le suivi que réalise le parc depuis 2005 sur les rivières de Guadeloupe. Donc c'est un suivi qui était engagé maintenant depuis presque une dizaine d'années et qui évidemment s'intéressait à un compartiment très important pour le parc national, qui était donc les rivières qui traversent son cœur. Donc juste un petit rappel pour que vous voyez bien comment se situe le contexte. Vous avez ici donc la carte du parc national avec en vert les cœurs et en orange la nouvelle aire d'adhésion, donc les communes qui se sont engagées auprès du parc sur sa charte. Et vous avez le cœur donc historique, vous avez sur la Basse-Terre, qui est sur les hauteurs de cette île, qui fait 1460 mètres au sommet de la Soufrière. Donc c'est une île haute qui est balayée par les alizés et qui reçoit évidemment une grosse masse d'eau depuis l'Atlantique et qui vient arroser ce massif. Donc on a au travers de la présence de ce cœur de parc un enjeu majeur pour la ressource en eau, mais qui est comme souvent résumé à une ressource pour une valorisation économique des besoins sociaux, principalement l'eau potable et l'eau agricole. Donc en Guadeloupe, l'essentiel de cette eau vient de cette montagne. On va faire évoluer ça par des captages souterrains, mais aujourd'hui c'est vraiment les eaux de surface qui sont épuisées par ces prélèvements. Et on oublie bien sûr le rôle que joue cette eau, cette disponibilité en eau pour les écosystèmes aquatiques qui sont présents sur les flancs de cette montagne. Donc le pourquoi du réseau, c'était de permettre au parc à la fois d'avoir un système pour évaluer la dynamique des peuplements, donc de crustacés, de poissons présents dans ces rivières, et de profiter de cette occasion aussi pour attirer l'attention et sensibiliser les décideurs et un certain nombre d'acteurs du territoire sur l'importance de préserver ces cours d'eau pour leur valeur biologique. Les signaux qu'on observait sur ce territoire au niveau des peuplements aquatiques sont pas réjouissants. Globalement, on s'aperçoit que, avant même que ce dispositif ait été mis en place, que beaucoup des rivières auraient de la peine à retrouver un état écologique digne de la directive cadre sur l'eau. On avait aussi une connaissance assez partielle finalement de l'écologie de ces espèces. Il faut savoir que la majorité de ces espèces de poissons comme de crustacés sont des espèces qu'on appelle diadromes. Diadromes, c'est des espèces qui partagent leur cycle biologique entre la mer et les rivières. Donc, c'est donc des espèces qui sont intimement liées à l'ensemble du cours d'eau, de l'amont jusqu'à l'aval et même jusqu'aux embouchures. Donc, vous connaissez peut-être la crise qu'on a eu à gérer, qui était celle du chlordécone, qui est loin d'être malheureusement terminée. Et pour vous donner un exemple de cette contamination, la contamination qu'on observe de ces espèces est présente en cœur de parc, donc dans un espace parfaitement protégé, avec des eaux d'une qualité exceptionnelle. On a donc une migration de ces espèces qui remontent de zones contaminées vers le cœur de parc, et aujourd'hui, on retrouve donc des taux de contamination très élevés à l'intérieur même de notre territoire. Les pressions anthropiques donc, sont celles qui, bien sûr, s'exercent dans les parties aval de nos cours d'eau. Ces prélèvements massifs d'eau, mais aussi des pollutions dans les zones aval, diverses et variées, l'artificialisation des berges, aussi des problèmes de braconnage. Même si la pêche est interdite pour des raisons justement de santé publique, on continue à avoir des prélèvements dans certaines zones sensibles. Donc le protocole qui a été mis en place, je ne voulais pas détailler, mais je pourrais répondre aux questions si vous le souhaitez. C'est donc une technique classique de pêche électrique, donc qui nécessite des moyens humains relativement importants. C'est un minimum de 3 pêcheurs, plus
une équipe d'appui. Donc c'est entre 3 à 5 personnes qui participent à chacune des pêches. C'est au départ, en 2005, 12 cours d'eau qui ont été échantillonnés sur l'ensemble de la Basse-Terre, de manière à avoir une diversité de situations importantes. Et donc 5 ans après, on a décidé de réduire cet effort pour 2 raisons. C'est que à la fois on avait un effort en contribution de l'équipe du parc qui était un peu lourde à gérer sur le long terme. Et ensuite, c'était aussi de sélectionner parmi ces 12 celles qui avaient les résultats les plus intéressants pour l'objectif poursuivi. Il y a donc au départ, il y avait 2 passages, un en saison sèche, un en saison humide. Sachez que le climat tropical est vraiment marqué par 2 grandes saisons qui rythment donc le fonctionnement écologique de ces rivières, puisque en saison sèche, les animaux grimpent et remontent, recolonisent les rivières, et en saison humide, bien sûr, j'utilise l'énergie de l'eau pour faire dévaler les larves et les œufs vers la mer. Donc c'est 200 mètres carrés qui sont échantillonnés à chaque fois sur un effort de pêche d'environ 1h30. Donc ça permet donc avec ce protocole standardisé de pouvoir repasser année après année sur ces 6 rivières aujourd'hui. Donc les grands résultats qu'on observe, c'est malheureusement ce qu'on pressentait, c'est-à-dire un effondrement assez généralisé de la qualité de ces peuplements aquatiques, avec plus de 80% de nos rivières qui sont en déclin au niveau de leur état de santé biologique. Ça a quand même été une occasion pour nous d'améliorer la connaissance sur les habitats, sur ces espèces. On a notamment relevé l'importance des ripisylves dans la valeur trophique de ces milieux par rapport aux espèces, qui servent aussi d'abri, de refuge. On a aussi travaillé au travers de ce protocole, donc les dates de dévalaison, les dates de recrutement des juvéniles. Donc ça a permis d'affiner un petit peu pour chacune des espèces poissons et crustacés ces cycles biologiques. Donc j'avais beaucoup insisté dans cet exposé sur les nombreuses réalisations scientifiques qui ont pu être qui ont marqué un petit peu le cheminement de ce travail sur les cours d'eau, qui ont attiré quand même pas mal l'attention des chercheurs. Donc certaines ont été menées, on va dire, en parallèle des actions menées par le parc, et d'autres ont été vraiment initiées par le parc et accompagnées par les chercheurs. Donc je vous en ai listé un certain nombre ici. La réalisation d'un atlas sur les poissons et crustacés d'eau douce. Donc ça, c'est une réalisation qui a été conduite par le Muséum d'Histoire Naturelle avec l'appui de Dominique Monti du Muséum, de l'Université des Antilles, qui coordonnait le travail sur la région Guadeloupe. Et donc le parc a aussi apporté sa contribution, notamment en utilisant ce travail pour en faire une déclinaison locale à l'attention des gestionnaires, qui était un guide de détermination avec des clés pour essayer justement de faciliter l'expertise des acteurs de l'hydrobiologie en Guadeloupe. On a donc aussi, on avait un manque cruel qui était celui de comprendre comment fonctionnait le passage des poissons et crustacés sur les seuils et les aménagements de cours d'eau. Donc là, on a travaillé avec un aménageur de seuil, qui est le conseil départemental, qui a été donc tout à fait favorable à l'idée de collaborer sur un projet d'expérimentation. On a mobilisé à cette occasion un spécialiste de l'ONEMA qui nous a aidé donc à évaluer le fonctionnement d'un de ces seuils, de voir la perméabilité biologique de ce seuil. Et à partir de là, de travailler aussi, toujours avec des techniques de pêche électrique, amont et aval, travailler sur la démographie des populations de crustacés poissons et voir la part, on va dire, d'espèces, de classes d'âge qui étaient contraintes par la présence de cet obstacle. Donc on a à partir de là été jusqu'à la réalisation même des travaux d'aménagement de cette passe à poissons crustacés. Et aujourd'hui, on est en phase de l'évaluer
toujours avec la même équipe. Dans la continuité de ce travail, il y a donc un protocole qui a été mis au point de suivi par observation directe, donc du franchissement par les poissons et crustacés. Ça, c'est assez intéressant, donc ça permet de calibrer un petit peu une méthode simple pour justement permettre d'évaluer ouvrage par ouvrage l'efficacité du franchissement. Et plus récemment, donc, le parc en train d'initier un projet qu'on a appelé Protéger, qui vise à encourager, soutenir les actions de génie écologique sur les rivières, de manière à permettre aux aménageurs d'utiliser des techniques douces pour justement atténuer les impacts sur les parties aval. Donc ça, c'est un gros travail qui est lancé avec un soutien notamment de l'IRSTEA. D'autres exemples, la pertinence de la faisabilité de la bioindication. Donc c'est dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. L'Office de l'eau travaille sur les indicateurs, et donc en outre-mer, la question des poissons et crustacés se pose en tant que bioindicateur de façon assez originale, du fait justement de ce cycle biologique diadrome. Et donc cette méthode qui est couramment utilisée en métropole sur certaines espèces est beaucoup plus difficile à adapter chez nous, mais fait l'objet d'un travail spécifique, là aussi, avec un accompagnement du parc. On a testé des techniques de restauration, enfin les prémices, disons, d'une technique de restauration qui consisterait à élever en captivité des crustacés, des wassous comme on les appelle chez nous, et dont on ne connaît pas complètement le cycle et qui n'est encore moins maîtrisé en milieu contrôlé. Donc on a fait une première expérimentation sur une espèce avec des premiers résultats qui sont assez encourageants. Mais là encore, c'est une exploration qui mérite d'être poursuivie pour passer, disons, à une phase plus opérationnelle le jour J. Le dernier exemple que je vous présente ici, c'est une expérimentation qui est lancée avec un partenariat bureau d'études en environnement et en génétique, en métabarcoding, qui consisterait à utiliser ces techniques de pistage, on va dire, de présence d'ADN dans l'eau, à partir de prélèvements dans les zones aval, essayer de chercher la présence et détecter la présence précoce d'espèces exotiques envahissantes. Donc vous avez ici un petit exemple qui est une espèce de poisson d'aquarium, un ancistrus exactement, qui est une espèce utilisée par les aquariophiles pour brouter les cloisons des aquariums, et qu'on a retrouvé dans une petite ravine juste à côté du siège du parc, et qui se reproduit abondamment et qui, semble-t-il, s'est substitué à une espèce de colroche, donc d'un petit poisson qui utilise donc les zones d'eau vive. Et donc on est en train de travailler sur cette rivière à l'éradication de cette espèce, et par ailleurs de l'utiliser comme test pour mettre au point cette méthodologie de détection précoce. Donc voilà quelques exemples disons de partenariats scientifiques qui ont pu naître, ou en tout cas accompagner cette démarche de suivi hydrobiologique de nos rivières. Merci. Je tiens aussi à remercier ma collègue Marie Robert, qui peut-être nous regarde et qui m'a aidé à construire ce diaporama, puisqu'elle est chez nous donc chargée de mission sur les eaux et les rivières. Merci. Merci beaucoup Hervé. Il y a une petite minute s'il y a une question. Visiblement, il y a une rivière sur vos 6 qui est plutôt en bon état. Qu'est-ce qui la différencie? Qu'est-ce qui permet qu'elle soit encore en bon état, celle-ci? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est assez difficile de l'établir parce que les zones aval ne sont pas suffisamment explorées.
La qualité de l'habitat est importante, mais c'est surtout la partie aval, donc c'est le nombre de prélèvements qu'il y a sur la rivière, qui effectivement est moindre, et puis les impacts qu'on n'a pas évalués en détail, qui sont probablement aussi moins importants dans la partie aval. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une espèce de boîte noire dans la partie aval de nos rivières, qui est je dirais un mélange de contraintes qui intègre aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est la connexion des rivières entre elles par la mer. Donc on a des phénomènes qui sont assez mal compris aujourd'hui, qui est la migration des larves qui dévalent donc à la mer et qui peuvent recoloniser des rivières qui sont pas celles d'origine. Donc on a une recolonisation qui peut se faire d'une rivière, on va dire, peu dégradée vers une rivière très dégradée. Et donc on a à ce moment-là, s'il n'y a pas d'obstacle à la remontée de ces espèces, on peut avoir une rivière relativement dégradée au niveau pollution, par exemple, avec un peuplement qui se porte très bien, quoi. Donc c'est pas très facile à interpréter.